Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis avec Shirley et Florent. Comme c'est votre première fois, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, bonjour Polysécure. De mon côté, c'est Charlie. Je suis un ancien expert en cybersécurité offensive, aujourd'hui entrepreneur. Je fais de l'audit, du conseil, de la formation et mon activité principale aujourd'hui, c'est de développer une solution qui s'appelle Exegol, qui est une boîte à outils offensive pour les pentesters, red teamers, etc. Et merci pour l'invitation Polysécure. Je suis Florian. Je travaille en tant que pentester depuis quelques années pour Capgemini. Et, mes missions au quotidien, c'est d'essayer d'aller casser un peu toutes les applications de mon client. Ou tes clients. Et justement, vous avez cassé l'ego de bien des gens à Le Hack. J'ai trouvé votre présentation fantastique, puisque la première moitié était basée sur une mise en scène qui était sublime pour éveiller la deuxième partie qui était finalement un peu de la mise en situation. Je vais vous laisser commencer à expliquer la genèse de cette idée-là et pourquoi vous avez présenté ça, parce que moi, j'ai vu les gens dans la salle très triste suite à ce que vous avez fait dans la première moitié. Fait que, au moins, commencez par la genèse, puis ensuite, on va jaser. Alors en fait, déjà la conférence s'appelait Crypto Surprise. Et la description de cette conférence était plutôt cryptique, sans vouloir jouer sur les mots. On faisait exprès de pas trop en dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que me concernant, donc Charlie, c'est pas ma première conférence à Le Hack, ma conférence tout court. Et j'ai pour habitude d'être dans l'animation et d'essayer d'éveiller les gens, même sur des sujets parfois très techniques. Et donc, je me suis dit, tiens, cette année, je vais leur proposer quelque chose d'assez mystérieux, sans vraiment leur dire de quoi il s'agit. Ça s'appelle Crypto Surprise. Et pendant les 5 premières minutes, effectivement, on a fait une introduction un peu particulière. Mais à ce moment-là, ils ne savaient pas que c'était une introduction un peu particulière. Ils pensaient que c'était tout simplement l'introduction d'un talk qui allait durer 20 minutes, portant sur comment Florian et moi avions établi un système qui nous avait permis sur ces 12 ou 18 derniers mois de faire énormément d'argent. Alors, je laisserai Florian aller plus dans le détail sur l'explication du ce qu'on appelle le hook. Donc, savoir comment on a fait en sorte de scam, ni plus ni moins que qu'arnaquer les gens de l'Assemblée, à savoir qu'il y en avait à peu près 900 à 1000, un truc comme ça. Et ouais, il y en avait quelques-uns. Et sur ces 900, on estime qu'on en a arnaqué à peu près 150. Alors l'idée là, c'est qu'on décrive un peu en quoi consistait cette arnaque, comment on a réussi à en arnaquer 150. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de cette arnaque, c'était surtout de faire une introduction, un éveil, de dire s'il y a bien un endroit en France à un moment de l'année où les gens sont le plus sensibilisés au risque d'arnaque cyber, c'est à Le Hack. Donc c'est là-bas qu'il faut aller arnaquer les gens. Et donc c'est pour ça qu'on a fait cette conférence. En gros. J'ai trouvé ça sublime comme idée d'aborder ça comme ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai contacté puis qu'on enregistre maintenant ensemble parce que j'ai vu, parce que moi, j'étais en arrière de la salle complètement, et j'ai vu que le dit hook que Florian va présenter a fonctionné, là, mais de façon là, sublime. Mais vraiment sublime, malgré qu'on est dans un public de gens sensibilisés en cybersécurité, qui sont dans un événement de cybersécurité dans lequel il faut faire attention à tout ce qu'on fait, là. Ouais, mais c'est ça qui était assez fou parce qu'on savait pas quel allait être le ressenti du public quand on leur annonce que c'est en fait un canular. Mais voir autant de personnes, quand j'ai rafraîchi la page pour voir combien de gens avaient envoyé leur email et que je vois marqué 120 et quelques. Et après après la présentation, en rafraîchissant encore, on était à plus de 200, donc on s'est dit bon, il y a peut-être des gens qui ont fait un peu abusé dessus, mais ouais, le hook à la base, c'est d'essayer de se baser sur plein de principes qu'on a pu voir quand on a vraiment investigué la vraie enquête qu'on a fait sur la personne qui s'est fait arnaquer. Et on a essayé de les rejouer dans les 5 minutes de ce hook-là, les enchaîner, que ce soit sur les différents principes de réciprocité ou de bonne humeur ou de choses comme ça, d'image, mais aussi sur la partie technique, parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans cette audience-là qui est très technique.
Et du coup, on a essayé de les bombarder de noms, de techniques pures de ce que va être l'arbitrage, comment ça fonctionne, Polymarket, tout ça, pour qu'ils se disent ouais, en fait, ça peut être faisable, ça a pas l'air déconnant et ça garde un peu les pieds sur terre. A priori, ça a pas mal marché, ouais. Ouais, puis pour l'avoir vécu dans la salle, si j'étais pas sensibilisé à ce genre de hook-là, puis j'avais pas les drapeaux rouges qui levaient parce que j'étais habitué de travailler là-dedans, l'histoire était convaincante. Là. J'aurais eu, C'était si tout n'avoir eu l'objectif. aucune formation, je me serais comme, wow, quelle bonne idée, les hooks étaient parfaits, l'histoire était plausible d'un bout à l'autre. J'étais quasi convaincu, mais heureusement dans mon cas, mon ego n'a pas été égratigné parce que j'ai pas participé. Mais j'ai vu les gens qui ont été interpellés parce que je comprends la pulsion interne parce que il y a le faux mot là-dedans, il y a tout Oui. l'aspect de l'humain, possibilité de faire de l'argent, mais tu sais, à un moment donné, juste vous dire, oui, on va vous partager gratuitement de l'argent. Je fais comme, ah non. Alors en Mais, fait, il faut comprendre sur la structure du talk, parce que nous, on en a déjà parlé, etc. Donc c'est clair pour nous, mais peut-être pas pour les auditeurs. Au départ, l'objectif du talk, il était de raconter l'histoire de quelqu'un qui a subi une arnaque cyber, une vraie histoire. On a enquêté sur cette affaire-là, qui a duré plusieurs mois, et qui a amené à une perte de plusieurs centaines de milliers d'euros, si ce n'est plusieurs millions. Et donc c'est énorme l'histoire, mais elle est vraie. Hein. Et en enquêtant sur cette histoire-là, on s'est rendu compte que il était assez facile de penser que cette arnaque avait eu lieu parce que la victime était bête, ce qui n'est pas le cas. Et on s'est dit quel est le meilleur moyen pour transmettre cette idée dans une conférence que de passer les 5 premières minutes à les arnaquer pour leur faire comprendre que c'est pas de la bêtise, c'est euh, le fait d'user de mécaniques de biais très profondément ancrées dans l'humain, qui reste en fait une sorte de machine dont on connaît certains protocoles. Et on a assez bêtement, avec Florian en amont de la conférence, listé certains de ces biais et de ces mécanismes de techniques de dark pattern, de manipulation, pour savoir sur lesquels on pouvait appuyer pour assez mécaniquement renforcer notre discours, un discours complètement imaginaire. Et donc, il y en a plein. Principe de rareté, le FOMO, le principe de cohérence, le principe de preuve sociale, le principe d'autorité. On les a listés réellement. On a des notes avec nous où on avait mis en face de chaque principe quelques idées sur comment est-ce qu'on peut jouer, par exemple, sur un biais d'appartenance pendant les 5 premières minutes de notre conf, en plus des 15 autres mécaniques. Et c'est ce qui fait que sur les 5 premières minutes, on a enchaîné. Moi, j'avais ce rôle-là plutôt de vulgarisation. Florian avait ce rôle plutôt de source de vérité technique. Et au bout de 5 minutes, l'idée, c'était de dire, voilà, scannez ce QR code si, en gros, vous voulez rejoindre notre groupe d'investissement. Je l'ai fait très courte. Ce qui sonne red flag, hein, dit comme ça, évidemment, ça sonne red flag. Mais on en a eu à peu près 150 qui ont scanné. On n'a pas collecté les emails. L'objectif était simplement de dire, à la fin du scan, de dire, non, en fait, tout ça, c'est faux. Non, non, on vous a arnaqué. Alors, ça reste très bon enfant, on les a pas réellement arnaqués, on n'en a rien tiré. Mais c'était une introduction, un éveil pour dire, voilà, maintenant qu'on vous a montré et démontré même que l'arnaque cyber ne se fait pas sur le business de gens idiots, maintenant, on va vous raconter l'histoire de quelqu'un qui s'est fait arnaquer, expliquer quel mécanisme ça a employé, quels sont les montants, les dates, les techniques, etc. Et pour arriver à cette conclusion que l'arnaque cyber, en fait, dans le monde, ça pèse très très lourd. Et ce serait faux de penser que, en fait, voilà, ça joue sur l'idiotie, la bêtise. Pas du tout. C'est très robuste, c'est très industrialisé même comme process. Oui, d'ailleurs, c'est très effarant que le degré d'industrialisation dans lequel on est rendu maintenant, ces gens-là se cachent sur des éléments légitimes. J'ai vu, il y a plusieurs années où il y avait juste un principe d'investissement un peu similaire à celui que vous avez présenté, qui a été mis dans un journal crédible, dans lequel c'est une espèce de publi-reportage aux allures crédibles. Puis on pouvait s'inscrire dans une espèce de marché de placement de crypto-monnaie et tout. Et juste parce que j'étais curieux, je voulais voir ce qui se passait de l'autre côté, je me suis inscrit. J'ai donné un faux, pas un faux, j'ai donné un numéro de téléphone qui est un burner qui est pas un vrai, qui est pas un numéro de téléphone que j'utilise, mais qui est sur un téléphone à côté, sur une ligne virtuelle et une fausse adresse email justement pour aller euh, justement récupérer. Et j'ai été harcelé, mais littéralement harcelé pendant 3 mois
des appels à tous les 15 minutes. Donne-nous ton argent. C'est complètement fou. Tout va bien se passer. Ouais, bah ils sont très pros et c'est des vraies entreprises. Il y a des hiérarchies comme dans des entreprises. On va voir les gens qui vont s'occuper de gérer le groupe WhatsApp, d'autres qui vont s'occuper de gérer l'arrivée des fonds, le transfert des fonds. Et chacun va avoir sa place dans la hiérarchie. Et pour l'enquête qu'on a fait, on a essayé de retracer au maximum les différents numéros, les différents noms qui peuvent apparaître dans les conversations. Et on a plus ou moins réussi à retracer certainement au Cambodge, où il y a des villes entières qui sont dédiées j'allais dire à la crypto-monnaie, mais à l'arnaque, à l'arnaque cyber. Et où c'est vraiment c'est à la limite de l'esclavage. Il y a certaines maisons où il y a des barres devant les fenêtres pour éviter que les employés s'enfuient. On est sur sur des entreprises qui ont très peu de scrupules à faire du mal aux gens pour en faire de l'argent, quoi. Là, c'est très 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 développé, surtout en Asie du Sud-Est. Ça commence à être un peu plus compliqué au fur et à mesure du temps, mais ça reste quand même un peu le Far West encore là-bas. Un peu, mais puis un peu pour reprendre un peu ce que vous avez présenté, parce que la première partie, c'était justement s'ouvrir l'esprit, accepter le fait qu'on est des humains et qu'on est faillible. Puis en cyber, on n'est pas tellement bon pour accepter qu'on est faillible. Ça, on est pas dans les pires de ce type-là. La réalité, c'est que ces industries-là fonctionnent de façon réelle. Et le cas que vous avez parlé, que vous avez enquêté, il était plus sur du plus long terme. Tranquillement, essentiellement, c'est le terme, c'est du pig bushering, là, c'est-à-dire qu'ils engraissent le cochon jusqu'à temps qu'il puisse lui couper la gorge, puis c'est un peu malheureusement ce qui s'est passé dans le cas que vous avez enquêté. Mais toute la chose, c'est que ça prend des semaines, c'est pas des mois avant qu'ils viennent cueillir le fruit mûr ou le cochon mûr. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui rendait aussi notre exercice compliqué dans la conférence, c'est que nous, on avait 5 minutes. On ne pouvait pas se permettre que nos 20 minutes de conférence soient prises à 75% par notre introduction. Donc déjà, passer 5 minutes sur 20 sur cet exercice-là, c'était déjà pas mal. Donc on se devait d'aller vite, d'être efficace, de mettre en place quelque chose qui marche. Voire même, on avait même prévu, d'ailleurs, j'y repense maintenant, que le système de scan du QR code sur lequel les gens pouvaient se préinscrire, en fait, il affichait il y avait une jauge qui s'affichait en live et les gens pouvaient voir cette jauge augmenter au fur et à mesure des scans. Et donc, en gros, ce qu'on avait expliqué, c'est que on ouvrait 100 places, mais qu'on ouvrait 150 scans et que ça fonctionnait sur un principe de file d'attente. Donc, les 100 premiers seraient contactés dans le cadre de cette préinscription avec le mail qu'ils donnaient en scannant le QR code, et les 50 suivants seraient placés en file d'attente au cas où il y ait des désistements dans les 100 premiers. Et en fait, cette mécanique-là, elle avait quand même pour objectif de remplir un des principes, un des mécanismes et des biais qu'on peut appeler soit le principe de cohérence ou celui de vérité ou l'illusion de contrôle. Enfin, il y en a plein, ça peut rentrer dans plusieurs catégories. Mais c'est de donner quelque chose de vraisemblable et de réfléchi, alors qu'en fait, cette jauge, elle était complètement fake. Et quand c'est ça le plus drôle. Elle est fake, mais elle concorde avec les chiffres réels dans lesquels vous avez rencontré. J'ai le hasard on s'est appuyé sur des courbes. On a recherché les courbes de sondage en direct. Et sur les courbes de sondage en direct, on se rend compte que ces courbes-là sont généralement exponentielles puis logarithmiques avec un facteur aléatoire combiné. Et donc, on a à peu près fait la même chose sur notre site Vibecodé. Et au départ, il y avait personne qui scannait. Puis en attendant 5, 15 secondes, il y en a un, puis 2, puis 15, puis 25, puis 50, puis 75, puis ça se calme, et puis finalement, la jauge est terminée. Et en fait, ça, c'était faux. Mais sauf que derrière, quand on était allé regarder le réel nombre de gens qui avaient scanné, eh ben, on était sur la même somme. On en avait 150, 200 qui avaient scanné. C'est fou. C'est juste fou. On avait fait ce faux système justement pour prévoir le fait que ça marche pas super bien, cette intro de 5 minutes, parce qu'on avait que 5 minutes pour arnaquer les gens. Donc c'est très court. Et malgré ça, on se rend compte que non, il y en a 150 qui l'ont scanné. Et les 150, si derrière on allait les contacter et qu'on les travaillait au corps pendant 6 mois, oui,
c'est sûr qu'on on en tirait quelque chose, ça c'est certain. Oui. Puis l'autre aspect, puis c'est parce qu'on en a parlé un peu en off aussi, puis des personnes, parce qu'il y en a plusieurs qui vous ont contacté après, vous ont parlé de ces éléments-là. Et ils disaient justement ceux qui étaient accompagnés de leur douce moitié. Ouais. Vraiment, la douce moitié était moins sensible parce que vous aviez vraiment dirigé votre message contre les barbus. Puis les barbus ont Ouais, clairement tombé clairement. dans le panneau, là. Clairement, en étant plus dirigé sur la partie purement technique, argent, pensée gros billets et ce genre de discours-là, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux sur la jante masculine que féminine. Euh, mais ça veut pas dire qu'elles sont globalement moins réceptives à ce genre d'arnaque. Il faut juste avoir le discours qu'il faut en face de la personne qu'on a et on peut arriver à nos fins si on arrive au bon moment avec les bons biais, le bon discours. Je pense qu'il y a personne qui est invulnérable à ce genre d'attaque, quoi. Mais c'était rigolo de voir que les deux compagnes de nos collègues étaient sûres d'entrée de jeu que c'était n'importe quoi, que tout était faux et qu'elles comprenaient pas pourquoi on était autorisé à faire la promotion d'un truc qui est complètement illégal et complètement faux à le hack. Ça, c'était très, très, très marrant. Il faut savoir même que dans l'intro, on avait même prévu, tout était timé. Et il est rare que dans mes conférences, j'apprenne mes phrases par cœur, etc. Généralement, je suis plutôt freestyle. Je gère bien mon timing, mais j'apprends pas mes phrases. Là, tout était millimétré sur l'introduction parce on était tellement en manque de temps, on était à la minute près même pas, que c'était très exigeant en termes de structure de discours, etc. Je pouvais pas partir en live. Florian non plus. Tout était structuré. Et en fait, on avait même prévu donc le moment où pendant que les gens scannent, il y ait un blanc et que pendant ce blanc, je prenne la parole comme si c'était pas préparé pour sortir les derniers arguments qui tuent. Et donc, les gens se mettent à scanner. Moi, à ce moment-là, il se trouve que moi, je me rends pas compte. J'avais surtout l'impression que les gens ne scannaient pas. Et donc, je me suis dit, OK, faut envoyer les derniers arguments, faut y aller, quoi. Faut les convaincre. Et donc, faut aller les chercher, faut les acheter, quoi. Et donc, je leur dis, voilà, je sais ce que vous allez vous dire. It sounds like a scam. Et vous auriez raison de le penser. Néanmoins, je vous épargne les mois de travail avec les organisateurs de l'EHAC qui nous ont fait les premiers cette réflexion et cette remarque. Si on vous présente ça aujourd'hui, si on va l'open sourcer en fin d'année, et si on fait cette conférence devant vous, c'est pas pour rien. Bon, c'était un scam. Ah, mais ça, c'est la meilleure de dire que c'est un scam, c'est la meilleure parce que les gens sont comme ah non, ok, j'avais comme un petit, mais non. Désolé. Pardon. Ouais, mais C'était très amusant. Ben, ça a bien fonctionné. Puis c'est ça qui est étonnant, c'est parce que le 5 minutes que vous avez consacré, qui était très bien ficelé, a réussi quand même à aller chercher à peu près 200 personnes sur une foule de 1000. C'est quand même. Oui, ça fait au moins 15%, voilà, parce que les 200, on sait qu'elles sont arrivées encore un peu après. Donc je pense que les gens ont continué par scanner après pour voir ce qu'il y avait. En réalité, dans la première phase, on en a eu à peu près 150, entre 130 et 160, voilà, à peu près. On n'a pas pool en live comme ça pendant la conférence, on avait un peu autre chose à faire. Mais on avait à peu près cette somme-là. Donc voilà, on est sur un peu plus que 15%, ce qui est gigantesque. Et on a préparé avec Florian un peu la liste. On a mis de côté cette liste qu'on avait travaillé en amont de la conférence. C'est nos notes de travail, en fait, tout simplement. Et on a listé, et on peut te donner quelques exemples si tu veux. Donc c'est nos notes de travail, hein, donc on va te les lire. On peut te donner quelques exemples de biais et de principes, et en face de ça, la réponse qu'on a souhaité y apporter. Donc, par exemple, un des principes qui marche très bien, c'est un principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, il est très fort chez l'humain, qui consiste à dire que quand je reçois, je suis plus enclin à donner en retour, parce que je me sens un peu redevable. Et donc, ce principe de réciprocité, on s'est posé la question de comment on peut actionner ce principe de réciprocité sur nos 5 premières minutes sur notre intro. Et ben, notre réponse, c'était de dire que en fin d'année, on allait open sourcer notre modèle sur lequel on avait passé 6 mois et quasiment 10 000 balles de perdu dans le vent à développer.
finalement un système qui marche bien, mais qui nous a coûté énormément de temps, énormément d'argent, énormément de ressources, qu'on allait finir par l'open sourcer l'année d'après. On avait même imaginé un système d'abondement dans lequel, et finalement qu'on n'a pas mis en place, dans lequel on proposait aux gens de mettre de l'argent et que nous, on allait abonder d'autant, en disant, bah voilà, on va, comme ça permettrait d'amortir les pertes et tout. Est-ce qu'on avait autre chose? Non, mais c'était à peu près. Ah oui, et l'autre aspect, c'était aussi de dire rendez-vous dans un an. On fera un rétex, on va tout vous présenter, on va tout vous expliquer, etc. Et donc ça, on a estimé que c'était la bonne réponse à apporter à ce principe de réciprocité. Et en fait, des principes comme ça et des réponses à apporter devant, on en a, mais je sais pas, on en a 10, 15. Donc en fait, on a eu une approche très mécanique sur cette intro. Florian, par exemple, il peut peut-être parler de la partie technique, parce qu'on n'a pas trop détaillé cette partie-là. Mais Florian, en fait, il a plus bossé que moi, il est plus à l'aise sur les sujets, notamment crypto, arbitrage, etc. Et c'est sur ces mécanismes que ça s'appuyait. Alors du coup, je laisse présenter un peu ce système révolutionnaire que nous avions inventé. Pour nous Non, mais au rendre final, tous c'est très des, riches. c'est c'est un. Je me suis appuyé sur des choses qui existent et qui se font. Il y a plein de bots et de Discord où des gens mettent à disposition des bots de trading, d'arbitrage sur la crypto et en ce moment aussi beaucoup Polymarket. Euh, et ça se base, ce que j'ai essayé de leur faire comprendre, c'est que ça se base sur des principes qui sont utilisés. J'ai un petit peu grossi le trait, mais voilà, créer son propre nœud, par exemple, ça c'est des choses qui se font énormément. L'histoire aussi du même pool où on couvre 100% des transactions, c'est des choses qui existent, qui sont réalisables, qui sont complexes à mettre en place, qui demandent beaucoup de ressources, mais ça peut faire gagner du temps derrière sur la vraie exécution et la place que tu vas avoir dans la liste de d'ordres qui vont être passés sur Polymarket, pardon. C'est que des choses qui existent et par exemple aussi oui les logs, loguer tous les events qui se passent sur Polymarket, que ce soit les books, euh, les euh, les transactions qui sont faites, l'historique des prix, etc., etc. Tout ça, c'est des choses que les gens font, qui coûtent en ressources. Loguer tout ce qui se passe, c'est terrible. Ça se fait, hein, mais c'est un enfer. Et en se basant sur des choses comme ça, on a exagéré, on a dit 40 téras de log. Enfin, et en fait, en disant ces trucs-là, on essayait d'éveiller le soupçon technique un peu des gens dans l'audience qui peuvent se dire ah, ils arrivent à traiter 40 téras de log comme ça sans que ça rame, sans que ça plate. C'est vraiment, enfin, ça a l'air. Mais c'est parce que Ça a c'est l'air des cool, chiffres quoi. qui sont tellement gros qu'on n'est pas capable de l'imaginer. Même ceux qui travaillent vraiment là-dedans, parce que je sais c'est quoi 40 Tera de code là, parce que je n'ai déjà travaillé des systèmes comme ça. Mais pour que je fasse l'effort de 40, là, ça peut dire hey, ça marche pas, ça fonctionne pas, ce qu'il dit, ben, ça prend un effort trop grand qui Ouais, je ne parce que ferai probablement pas l'effort de re-challenger ce que tu dis qui est parce que complètement faux. 40 Là. téras de fichiers texte, ça fait beaucoup de lignes hein, quand même. Hein. Ça, ça, ça fait C'est quand même un sacré énorme. petit ligne. C'est vraiment énorme Ouais, mais comme si tu chose. veux faire un système qui fait de l'argent, en fait, t'es bien obligé à un moment d'aller au-delà des lignes, d'innover, etc. Donc c'était ça notre réponse. C'était de dire, tout notre débat, en fait, pour te redonner quelques chiffres, comme quand on leur avait présenté, on va dire que le truc c'était structuré en deux temps. D'abord, je racontais une histoire, ça c'était mon rôle. Et ensuite, le rôle de Florian, c'était de les mettre d'accord sur la partie technique. C'était de les assommer de technique. Il avait 2 minutes pour enchaîner des vérités techniques, mais exagérées. Oui, Mais puis qui donnaient oui, quelque c'est chose du de vraisemblable. flotte de zone, c'est-à-dire que tu vous surchargez la capacité des gens, surcharge cognitive instantanée, C'est ça. tous ces chiffres-là. Et moi, j'ai même pas analysé rien de ça parce que je regardais ça, puis ça fonctionne pas. Mais là, il a fallu que je me serve de mon cerveau pour évaluer. Il y a l'air crédible, bah, flotte de zone, puis j'ai été complètement Puis inondé ça va comme ça. très vite. Et on fait exprès d'aller très vite pour pas laisser le temps à la réflexion. Et c'est ce que font ces arnaqueurs. Ils le font pas sur la même time frame, mais c'est pareil. Et donc moi, quand je racontais cette histoire, au départ, j'explique le fait que Florian a une idée, que je trouve ça pas mal, que je le rejoins. On met 1 000 € chacun, on les perd instantanément. Qu'on retravaille sur notre bot, etc.
on remet 1 000 € chacun, on les repère 3 mois après, Mais mais il y a des c'est datas magique, là. intéressantes. Vous avez fait, vous avez partagé un faux échec. Oui, c'est ça. C'est 2 fantastique. échecs Parce que là, fait comme, consécutifs. ils ont travaillé fort, ils ont fait des erreurs. Wow, C'est ça. pourquoi ça serait pas crédible? Par exemple, à la fin, on dit, OK, on a enchaîné, on a essuyé donc 2 échecs. À la fin, au bout de 12 mois après notre 3e tentative, on n'est plus sur un échec, on est cette fois-ci sur un succès. Et on donne des chiffres et on dit, voilà, on a fait un résultat sur les 12 derniers mois glissants sans perte, un PNL mensuel croissant qui au départ était assez raisonnable à 2% sur le mois, ce qui est énorme. Mais en disant 2%, en faisant preuve d'humilité, tout ça, les gens pensent que, voilà, bref. Et en montant jusqu'à 6% mensuel. Et derrière, on dit, bah voilà, lycée, ce PNL sur la période de 12 mois est de 33% sans perte. C'est Ce qui énorme. est C'est gigantesque. énorme. Sauf que la façon dont on le dit à ce moment-là, c'est de dire, voilà, 33%, on n'est pas sur des trucs à 300%, ça va. Bon, en fait, non, c'est gigantesque. Et c'est là où Florian prend la suite. Et alors là, il les assomme. Il enchaîne, il dit, voilà, je vais vous parler du principe de l'arbitrage, du principe de polymarket. On a mis en place une collecte de log à 40 Tera de stockage, puis un espèce de nœud bord custom qui permet de gagner du temps on-chain pour de les négociations off-chain. Enfin, il raconte, mais que des trucs les uns après les autres. Moi, j'abonde. Je dis, bah ouais, on a fait un espèce de MCP custom. Et puis, faut pas oublier quand même que c'est genre, je sais plus comment on avait dit, 1 Tera de RAM. Faut que vous vous rendiez compte, ça nous a coûté super cher. On essaie de se rapprocher le plus proche possible de l'échange c'était quoi de ce composant là de l'échangeur ou de je sais plus quoi par une espèce de fibre. Non, mais c'était n'importe quoi, de dire voilà, on va essayer de gagner 4-5 secondes. On se rend compte que c'est pas énorme, mais faut que vous vous rendiez compte quand même, 4-5 secondes. Mais en fait, c'était full fake. C'était full fake. Mais l'objectif, c'est qu'en 2 minutes, on enchaîne en leur disant OK, les gars, on se rend compte qu'on est allé un peu vite, mais tout l'objet de cette conférence, c'est de point par point vous expliquer comment on a testé, comment on a éprouvé le système et tout. Bon, on n'a jamais expliqué ça parce qu'il n'existe pas, mais l'introduction était plutôt pas mal. C'était excellent parce que c'est ça, vous avez comme noyé la capacité des gens à faire une quelconque analyse sérieuse. Puis comme on est dans du FOMO en plus, Oui. tout a l'air sérieux. FOMO, ça y est, je suis pris, j'ai pas le temps, ça me déplaît de me servir de ma tête pour réfléchir. Ça c'est plausible. Donc là, on avance avec tout ça, là. Il y a un mécanisme qui fonctionne très très bien, qui est très puissant sur les arnaques cyber, et pas que, hein, c'est toute technique de manipulation psychologique, c'est l'isolation. Les gens qui sont isolés font preuve de moins d'esprit critique, sont tellement engagés, il y a tellement d'autres biais qui jouent sur le principe des coûts irrécupérables, par exemple, ou des principes de cohérence ou des biais de confirmation, que l'isolation, en fait, est une base sur laquelle on peut construire beaucoup d'autres choses et qui s'auto-alimente à l'avenir. Et donc, nous, par exemple, dans ce hook, avec Florian, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour créer ce sentiment d'isolation progressive chez les gens en 5 minutes? Alors, comment est-ce que tu aurais fait, toi? J'ai aucune idée sur comment j'aurais fait. Je suis donnes pas ta langue très au bon chat? dans ces univers-là, à part avoir des red flags, c'est à peu près mon seul skill. Notre réponse à ça a été de dire que le compteur de scan serait anonyme et qui serait fake. Et en fait, de dire que quand tu scannes, t'es dans ton coin. On t'affiche pas. Il y a juste un compteur, un incrément. Mais en fait, t'es tout seul dans la réflexion et ça va tellement vite. On avait laissé à peu près 45 secondes pour le scan. Ça va tellement vite que on le sait. Il y a des gens qui sont venus nous voir par la suite en nous racontant qu'ils avaient posé la question autour d'eux, mais qu'ils avaient à peine eu le temps d'écouter la réponse de leurs collègues tellement ils avaient été pressés par le FOMO et donc ils s'étaient isolés eux-mêmes par cette peur de louper une opportunité. Et ils regardaient ce que faisaient leurs collègues à côté, mais en fait, au final, dans l'isoloir, ils sont tout seuls. Et donc, quand à un moment, leur esprit leur dit, là, il faut agir maintenant. En fait, la décision, ils la font seuls. Donc, c'est pas de la pure isolation. Et c'est difficile en 5 minutes de faire ce process-là. Mais on pense l'avoir à peu près atteint avec cette mécanique-là du compteur de scam fake et anonyme. En disant, on ne collecte que les mails, mais ça sera supprimé à l'issue de la constitution du groupe, etc. Il y a vraiment ce côté, je prends peu de risques. Et donc, je suis OK à faire cette décision seule et à m'isoler. Je suis OK dans cette isolation. J'ai pas besoin de prendre cette décision avec mon collègue de gauche et mon collègue de droite. Et ça, il y a des gens qui sont venus nous raconter après en nous disant que c'est exactement comme ça que ça s'est passé, qu'ils ont vu autour d'eux des gens émettre peut-être certains doutes, mais qu'ils en ont vu aussi
scanner, et qu'en fait, à un moment, ils se sont isolés tout seuls en disant ah non, non, mais en fait, il faut que je prenne la décision moi-même et ben, je vais scanner. Et ça, c'est un des exemples. Hein. On en a encore une dizaine d'autres comme ça. Mais et donc, ça, c'était l'intro au final. Le cœur du talk, c'était pas ça. Le cœur du talk, Non, là, c'est... c'était pour éveiller. Mais Mais l'isolation est assez efficace. Puis, dans le fond, ça d'obliger la fermeture de l'esprit. Puis, la pression, parce que j'ai vu, puis de toute façon, vous l'avez constaté aussi, les gens, le faux mot était même plus fort combiné, était très intéressant parce que du moment que vous avez fait ça, vous avez commencé à mettre de la pression. Là, le nombre de bras et de cellulaires qui se sont levés pour aller scanner le QR a été beaucoup plus rapide. Puis là, il y a comme un effet d'entraînement. Puis là, tu vois, mon voisin le fait, il n'y a pas de risque, moi aussi. Il y en a qui ont même eu peur de rater, comme vous l'avez mentionné, se sont inscrits plusieurs fois, justement pour être capable d'aller chercher, d'être sûr de ne pas manquer l'opportunité. Là. Ouais, mais nous on voyait pas les gens qui levaient leur téléphone ou quoi. Non. J'en voyais quelques-uns, mais avec la lumière et la luminosité de la salle, on voyait absolument rien d'en bas. Donc ouais, c'était un petit peu la surprise, mais c'était une bonne surprise. Ouais, c'est un acte de foi de votre côté, justement, de l'avoir opéré, sans avoir la capacité d'avoir le rendu visuel, si ça fonctionne ou pas, à quel point il faut en mettre. Là. Ça, Charlie, en rajoutant, c'est un scam juste pour être sûr de fermer le deal là, de façon très efficace. Ça, c'est le deal, puis ça ferme, là, paf, c'est là, puis vous le mangez de paf. Et puis, il faut savoir aussi que c'était la première fois qu'avec Florian, on faisait une conférence à deux déjà. Florian, c'était la première fois qu'il faisait un exercice de conférence. On découvrait beaucoup de choses. C'était la première fois qu'on faisait un format de 20 minutes. C'était la première fois que le hack faisait un format de 20 minutes. C'était la première fois qu'on faisait un jeu comme ça, à ce point-là, interactif, entre guillemets, avec l'audience. Donc, il y avait beaucoup de découvertes. Et donc, moi, j'ai une technique quand je parle en conférence, c'est que je scanne. Je prends 2-3 zones dans la salle et mon regard parcourt ces zones-là. En l'occurrence, je regarde pas personne. Je regarde pas tout le monde, pardon. Il y a tellement de gens dans la salle, tellement de personnes que je peux pas toutes les regarder. Et donc, il se trouve que dans les zones que j'avais choisies, ou peut-être parce que j'étais très concentré, j'avais pas l'impression que les gens scannaient. Et donc, à un moment, je me souviens qu'on a un regard qui se croise avec Florian. Pendant la période du scan, on se dit, là, c'est chaud, là, parce que là, je pense qu'il ne scanne pas. Et on comprend en un regard que, bah là, Florian confirme à peu près mon regard. Je comprends que lui a à peu près le même constat que moi. Et on se dit, bon, c'est pas grave, parce que au final, le reste de notre conférence n'exige pas qu'on arrive à arnaquer plein de gens, c'est pas grave. C'est un exercice qui se veut plutôt théâtral et vivant, mais au final, si on en scam que 5 ou 0, on s'en fiche. Mais tout de même, quand on est arrivé à la fin de l'exercice, on dit aux gens, euh, il me semble que la transition que je fais à un moment, c'est de dire, de faire une pause un peu dramatique en disant, bah non, 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 ce qu'on vous a dit jusque-là, les gars, c'est faux. Non, non, c'est totalement faux. Ce qui a généré un fou rire dans la salle. Les gens sont morts de rire à ce moment-là en face de nous. Donc déjà, grosse pression en moins du côté de Florian et moi parce qu'on se dit ok, c'est bien reçu. Et on n'avait pas du tout fait ça dans une optique de confrontation. Hein. C'était pas du tout le but. Bien au contraire, c'était de jouer avec l'Assemblée et que l'Assemblée jouait avec nous. Et donc déjà, le fait qu'il y ait cet allègement, on va dire, du public, on se dit ah, on est content. Et donc, à un moment, je dis l'arnaque cyber fait des milliers de victimes dans le monde chaque jour. Maintenant, on va voir combien d'entre vous se sont fait arnaquer. Et donc, je me tourne vers Florian, qui avait, on savait, on avait timé qu'à ce moment-là, il devait aller regarder sur notre DB, voir le nombre de clics. On avait que cette information, on n'avait que l'incrément des clics, on n'avait pas les emails. Et il dit, merde, j'ai perdu ma connexion Internet. Donc là, on se dit, bah merde, on saura pas, on va faire la conférence sans trop savoir et tout. Il prend 5 minutes et il dit, ah, attends, je l'ai. Et là, je vois le regard de Florian s'illuminer devant son téléphone. Il me dit, et c'est pas qu'il me dit, il dit à tout le monde, il me dit à moi et à 950 autres personnes, bah on en a 150. Et là, je t'avoue que là, il y a eu un vrai sentiment de victoire et de succès en se disant, mais c'est génial parce que alors là, si c'est pas la meilleure façon d'introduire le reste de la conférence, je sais pas ce qu'il nous faut.
Mais ça, vous avez fait ça de main de maître, puis de façon inattendue, ça qui est encore plus agréable, parce que vous partagez justement un peu le fait que vous avez essayé quelque chose de nouveau qui était non testé, et vous avez risqué beaucoup dans les faits, et ça a bien fonctionné, et la mise en scène, elle a super bien fonctionné. Ce qui a amené à la deuxième partie, qui est malheureusement un peu plus dramatique, parce que vous avez présenté un cas réel qui se passe sur lui, pas en 5 minutes, mais sur plusieurs mois, je crois, sur Ouais. lequel il y a une personne là, qui s'est faite littéralement lessiver par plusieurs mécanismes qui ont été repris dans le 5 minutes, mais quand même plusieurs mécanismes qui sont quand même très efficaces et malheureusement très damnants pour la personne. Les dommages psychologiques de l'usage de ces techniques-là sont quand même elles sont significatives sur la personne, là. Ouais. Et à la fin de notre intro, on passe justement sur la partie un peu plus sérieuse en faisant les 2 rappels en disant: «Bon, là, on s'est amusé 5 minutes, c'était rigolo, mais maintenant on va présenter un cas réel dans lequel la personne a quand même subi pendant plusieurs mois, inlassablement, des mécanismes, sans s'en rendre compte, hein, évidemment, des mécanismes et des biais, qui, lui ont qui lui ont engendré une perte de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ça s'est déroulé sur 6 mois à peu près. Je crois que c'était 4, je crois. 4. Ouais. Sur 4 mois où ça a démarré très gentiment. La personne était complètement en dehors du projet. Elle l'a découvert sur un réseau social, je crois que c'était Instagram. En rejoignant le groupe WhatsApp, ça parle un petit peu d'investissement sur du stock. Donc pas du tout de crypto. Il regarde un petit peu, il fait deux trois placements de son côté qui lui font perdre un petit peu d'argent, je crois. Ah. Vraiment un peu de tout. Et il voit qu'il propose sur ce groupe-là aussi de passer sur des investissements crypto. Et la manière dont les investissements sont faits sont, quand on regarde de loin, déjà peuvent être très étranges. Hem, on reviendra sûrement un petit peu plus, tout à l'heure, mais voilà, pour lancer un peu le sujet de ce côté-là, ouais, c'est, une personne qui a découvert ça tranquillement, qui a pris quelques semaines à regarder ce qui pouvait être échangé sur ce groupe-là et à prendre confiance, à voir que les appels qui étaient faits dans ce groupe étaient pas mauvais, qui pouvait potentiellement se faire quelques petits sous et évidemment le passage à la crypto, devait engendrer des gains, monumentaux. Heu, c'est pas arrivé, mais c'est un peu comme ça qu'il est rentré dedans, ouais. Qui a acheté l'histoire, qui a mis le pied dans la porte, puis là, ensuite, ils ont commencé à le groomer, à le préparer, à aller en faisant des petits investissements, puis en allant comme ça, puis en gagnant sa confiance tranquillement aussi. Là, ils l'ont joué sur 4 mois au lieu de 5 minutes comme vous, mais Ouais. ils l'ont quand même amené. Puis les hooks dans ça là sont beaucoup plus profonds chez la personne, Puis ce ça qu'il y a dépend comme des gens effet. aussi, hein. Là, c'était plutôt sur mesure. C'est-à-dire qu'ils ont évalué, enfin, ils ont des moyens assez, des filets de pêche, on va dire, assez larges pour aller attirer différents, calibres de personnes, notamment avec ces groupes Instagram, ces pages Instagram et ces groupes WhatsApp. Ils démontrent dans ces groupes WhatsApp une structure établie avec un donneur d'ordre aux États-Unis, expérimenté, qui se veut assez inaccessible, ambassadeur de plateforme d'exchange, donc quelqu'un qui est assez présent, qui semble avoir du réseau, qui semble être là depuis un moment et donc qui joue sur un principe d'autorité. Ensuite, une assistante. Donc ça joue encore sur ce côté inaccessible de ce principe d'autorité, avec cette fois-ci quelqu'un qui est beaucoup plus proche et qui joue cette fois-ci sur un principe de sympathie, qui est une autre technique. Et au milieu de ce groupe-là, des dizaines de personnes qui ont la chance, on va dire, d'être sélectionnées par ce donneur d'ordre pour bénéficier de ces conseils en investissement et qui réalisent des gains. Et donc ça, c'est un dernier mécanisme qui s'appelle la preuve sociale, où les gens partagent régulièrement leurs gains. Et ça, au fur et à mesure, chez Marc, c'est comme ça qu'on l'a appelé, ça renforce
ce mécanisme, ce biais de preuve sociale, qui fait que combiné au principe d'autorité, combiné au principe de sympathie, à cette structure apparente, au fait qu'il n'est pas seul, etc., eh ben, il fait croire que oui, il y a un vrai truc derrière, c'est solide et ça marche, alors qu'en fait, tout est faux. Les personnes derrière sont des acteurs. Les dizaines et dizaines de comptes qui sont présents sont tous faux et virtuels et ont été préparés pour cadencer en fait de fausses preuves de gain. Tout est faux. Et donc, ça prend du temps, mais ça leur permet aussi pendant ce temps-là de sonder le profil de marque, son profil d'investissement, et ils se rendent compte ils font face à une personne qui a des moyens, qui a un profil de risque assez élevé, et donc, ils savent comment adresser ce genre de profil-là, en jouant sur les deux tableaux avec un donneur d'ordre qui est inaccessible, qui a cette technicité et qui peut donc facilement renvoyer dans les buts notre victime, et une assistante qui est très présente, mais qui s'assure de toujours discuter la nuit pour que notre marque soit plus affaiblie, plus isolée, de le tenir en haleine pendant un bon moment, d'échanger très régulièrement. Et donc, il y a vraiment ce principe d'isolation, de preuve sociale, de principe d'autorité, de principe de sympathie, de mirroring, d'adaptation à la cible, d'aversion au risque. Enfin, c'est énorme. Et tout ça combiné avec d'autres mécaniques, on va pas tout expliquer. On a fait une conférence sur le sujet de 20 minutes. Mais tout ça combiné fait que c'est très fort et le pied dans la porte se transforme rapidement en je prends ce qu'il y a à prendre et je regarde à je vais mettre quelques dizaines de milliers d'euros. Et là, ça commence à partir. Et là, il y a une perte de contrôle absolue. Ces dizaines de milliers d'euros se transforment en quelques centaines. Il y a des gains qui sont réalisés, mais qui sont des faux gains parce que la plateforme d'exchange est fausse. Donc l'illusion de contrôle est très présente. Et donc au fur et à mesure, toutes les excuses sont bonnes. Ils arrivent à justifier les pertes. Ils arrivent à renclencher des gains pour ouais, comme disait Florian, ouais, les gains sont très importants et bien au-dessus de ce qu'on peut retrouver habituellement. Néanmoins, c'est des mécaniques qui existent. Les allocations pré-ICO, donc c'est-à-dire un moyen qui permet d'acheter des actions, dans ce cas-là, des assets, des tokens crypto, avant leur introduction en bourse, entre guillemets, leur introduction publique, à un prix défini, et on parie sur le fait que derrière, les gens vont s'arracher cette action. Ça existe. Les groupes d'investissement par dizaines ou par centaines de personnes qui ont tous des moyens assez importants et qui combinés représentent une part importante du marché pour faire de la manipulation de marché et shorter des actions, ça existe, ça a existé par le passé. Et ça, c'est une autre mécanique sur laquelle y jouer. Les plateformes d'exchange qui mettent en place des systèmes VIP, des niveaux VIP, accessibles en fonction des capitaux placés sur la plateforme pour débloquer des options futures ou débloquer des effets de levier plus ou moins importants, c'est des mécaniques qui existent. En fait, tout ça existe, un peu comme l'introduction que nous, on a menée, ça existe, mais dans ce cas-là, c'est exagéré, combiné, et il se trouve que c'est faux. Et dans d'autres cas, on aurait pu vérifier que c'était vrai, dans ces cas d'allocation par ICO, de short, etc., bien que dans ce cas du short, c'est illégal. Mais dans ce cas-là, notre victime, elle a simplement, par biais de confirmation, gardé en tête ce qu'elle pensait être, ce qu'elle pensait comme aller dans son sens, et mis de côté le reste. Et ça, pareil, c'est un autre biais, mais tout combiné, plus le fait peut-être d'être attrapé au mauvais moment dans sa vie, ou voilà, je connais pas forcément les dispositions personnelles qui accompagnaient tout ça, mais si ça se trouve, en fait, tout ça au même moment et pendant plusieurs semaines, c'est hyper puissant. Et c'est toute cette histoire-là qu'on a racontée pendant notre conférence, en expliquant les sommes, les moyens techniques déployés, les mécanismes psychologiques sur lesquels sur lesquels s'est appuyé ce groupe, et en montrant que Marc n'était pas la seule victime, c'était pas la première, c'est certainement pas la dernière, que on pense avoir attribué cette attaque-là à un groupe précis cambodgien, et le Cambodge qui réalise 40 à 60% des chiffres de son économie parallèle sur de l'arnaque cyber. C'est gigantesque. On fait face à des groupes qui sont très organisés, très industrialisés. Et Marc, par exemple, à un moment, avait même eu une visio avec l'assistante pour débloquer certains cas techniques. Et c'est super fort. Donc, mais bon, dans ces cas-là, on sait que par du sextortion ou par d'autres moyens, ils arrivent à trouver des acteurs ou des personnes qui jouent le jeu pour rentrer dans cette arnaque. Oui, puis il joue très, très bien. Puis il y avait des facettes que pendant la conférence, vous avez mentionné, notamment, puis on en reparlait en off aussi. Le fait que c'était tout le temps la nuit, vous l'avez mentionné, mais ça l'épuise.
et ça l'oblige à être sur le qui-vive constamment. Donc, lui-même est dans un état et il a un sentiment de culpabilité parce qu'il a raté certains deals dans lesquels il aurait pu. Là, il Exactement. joue, c'est comme un chat qui joue avec une souris, là. Fait que il s'est fait balloter par ces fraudeurs-là de façon assez brutale, somme toute. Et il a joué le jeu. Il a embarqué, puis il s'est laissé euh, complètement transporté par ça, là. Ouais, ouais, et aussi, ça a commencé, donc il fait quelques pertes sur le stock, complètement décorrélé du groupe. C'est juste le groupe qui a donné des conseils d'achat, d'options, heu et il a perdu, quelques centaines d'euros, pas grand-chose. Et en demandant s'il pouvait, intégrer le groupe, sur les cryptos, ils lui disent, «Pas de problème», et il parle des pertes qu'il a eues et ils décident de lui compenser ses pertes, alors qu'il les a même pas eues via la plateforme sur laquelle il est même pas encore inscrit, en fait. Et ça, moi, on me fait ça, bah, ça me donne forcément déjà un niveau de confiance bien plus haut que la moyenne. Parce que c'est des gens, voilà, qui t'écoutent et qui ont envie de te voir progresser et de t'avoir dans leur rang. Hem Et au fur et à mesure, bah, du coup, il s'inscrit sur la plateforme et il lui, rembourse l'argent sur son compte de la plateforme, pas directement sur son compte à lui. Donc en fait, il a jamais revu ces ces quelques centaines d'euros là, mais il y a aussi quelque chose, ça me fait penser, mais il a fait des retraits d'argent aussi, qui ont fonctionné. Il a retiré une peu 100 000. 100 000 balles, 100 000 € de retirés sur plusieurs semaines. Et donc, quand on valide le fait de pouvoir retirer plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une durée qui est assez longue, on se dit: «Bah, il y a pas de». Si on avait encore quelques doutes, il y en a plus. La plateforme, elle est valable, enfin, je peux accéder à mes sous quand je veux, il y a pas de souci. Mais oui, pour revenir sur le fait, heu, qu'il le faisait se lever la nuit, il le faisait laisser éveiller tard, toutes les ICO se passaient entre 1 heure et 3 heures du matin, heure française, et si t'es pas là quand ça sort, 5 minutes après, t'es déjà en perte. Donc tu pas le choix. C'est soit t'es connecté et tu vends, dès que ça sort, soit tu perds ton argent. Donc et quand tu enchaînes ça plusieurs fois par semaine, ou dès que tu en rates une, on te fait une remontrance, où on te dit: «Ah ben tu pas acheté ça, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas arriver à la fin du challenge qu'on t'a mis?» Enfin, il y a une pression permanente, et quand il a perdu la première fois, il s'est carrément fait engueuler. Et c'est enfin, non, c'est très puissant parce que toi, t'es mal parce que tu perdu des sous, parce que t'as pas, respecté entre guillemets les règles, enfin suivi les consignes qui avaient été données. Tu as voulu faire quelque chose pour toi, ça a pas marché. Alors qu'il contrôlait très bien ce qui marchait ou pas, hein. C'est pas de ta faute du tout, quoi, mais ça, tu le sais pas. Donc déjà, t'es pas en forme, là-dessus, et derrière, quand tu vas demander de l'aide à la conseillère, elle en remet une couche en disant: «Oui, mais il faut nous écouter, pourquoi vous avez fait ça?» Et en fait, ça isole encore plus et ça nous donne une envie de se rattraper, hem, qui est, bah, du coup décuplée, et derrière il a investi plusieurs, je crois que là c'est parti Je en crois. 400 000 balles, ouais, Mm. 400 000 € d'investissement qui sont remis en quelques semaines derrière, et là il y a une perte de contrôle qui est totale, heu et c'est de voir après que absolument tout est truqué pour t'amener dans ces réflexions-là, dans ce niveau d'épuisement, dans ce niveau de redevabilité, envers la plateforme et les gens qui la tiennent, que, enfin, c'est impossible de tenir et de s'en sortir seul, en fait. Une fois qu'on est pris, bah, c'est terminé, en gros. Enfin, il y a plus de c'est triste à dire, mais seul, c'est impossible de s'en sortir.
Ouais, ça ressemble beaucoup à une secte là, de cette façon, cette mécanique de renforcement et de continuation de le ramener. Et comme vous aviez bien mentionné, ils ont réussi à profiler l'individu, à savoir justement qu'il avait les capacités de mettre le 400 000 euros. C'est beaucoup de sous, là. C'est pas tout le monde là, qui peut sortir, pouf, puis Ça n'a pas commencé balancer comme ça, 400 hein. 000 euros, là. Ça n'a pas commencé comme ça. Et c'est là où je dis le filet de pêche est large au début, parce que ça, ils s'en sont rendus compte après. Au départ, la victime n'a pas mis autant, hein, mais je pense qu'il doit y avoir des espèces d'effets d'échelle ou quoi, je sais pas, mais enfin pas d'effet d'échelle, c'est un mauvais terme, mais de voilà. Ben au tout début, alors attends, donne-moi un instant, on va vérifier sur nos slides, mais euh, ouais, t'as raison. Le premier transfert, il est de 50 000. Donc quand le premier transfert sur quelqu'un qui est pas encore totalement converti est de 50 000, ouais, ça te laisse supposer qu'il y a encore de la pédale derrière. Mais mais en réalité, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans cette mécanique-là de pig butchering. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Alors, on a estimé à 2-3 endroits qu'ils auraient pu être plus pertinents et plus performants. Mais bon, on va pas s'amuser à leur donner des conseils, je t'avoue. Ils ont été quand même. Je vais pas le. Je pense qu'ils ont fait plus d'argent sur ce truc-là que moi sur quelques années de travail honnête et dur. Mais ça montre que voilà, il y a les mécaniques qui ont été employées, combinées entre elles pendant plusieurs mois de travail, ouais, elles sont hyper puissantes. L'escalade d'engagement, elle est gigantesque. Et il y a beau avoir des pertes, ils arrivaient à les expliquer super bien. Et il y a même, et c'est un truc qu'on raconte à la fin, l'exit scam. Parce que on s'est posé la question, donc je vais t'en parler un petit peu, de euh, mais pourquoi est-ce que cette arnaque a-t-elle pris fin? Et comment? C'est parce que si ça se trouve, ils auraient pu continuer longtemps. En fait, le contexte dans lequel s'est installé cette arnaque, c'était le contexte d'un programme mis en œuvre par le donneur d'ordre qu'ils appelaient le 10x Challenge. Et donc, dans ce 10x Challenge, l'objectif était en, je crois, 3 mois, justement, de multiplier par 10 le capital investi par ceux qui ont été accueillis dans ce groupe, dans cette alliance d'investissement, dont lui faisait donc partie très fraîchement. Bon, le groupe existait que pour lui, hein, mais c'est pas ce qu'il pensait à ce moment-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc l'arnaque dure pendant 3 mois. Ils étendent même le 10x Challenge rien que pour lui pendant 1 ou 2 semaines parce qu'il y avait encore un peu d'argent à faire. Et en fait, au bout d'un moment, le challenge, et ça, il l'avait défini depuis 3 mois au palable, il prenait fin. Et en fait, comment est-ce qu'ils ont fait pour maximiser leurs gains, minimiser le risque et peut-être faire en sorte de le revoir après? C'est que ils ont fait la technique. J'ai le droit de donner de jurer dans ton podcast ou pas? Oui, 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 absolument. Vas-y. Ils ont fait la technique de la pute à Las Vegas. En gros, tu trouves une pute à Las Vegas, elle t'amène dans la chambre d'hôtel, et puis là, une fois que t'es bien installé et que tu t'as enlevé tes vêtements, t'as posé ton portefeuille sur la table basse, et ben là, t'as les flics qui déboulent. Et donc, elle te dit run, 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 get away. Et puis toi, tu laisses ton portefeuille derrière. Et donc, eux, ils ont un portefeuille, toi, tu t'es pas fait choper, tout le monde est content. Bon, bah là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que ils ont, à la fin de ce 10x Challenge, comme par hasard, ils se sont pris un contrôle des autorités financières américaines, européennes et tutti quanti, qui ont donc provoqué des pertes très importantes auprès de plusieurs investisseurs dans le groupe. Et vu que leurs actions étaient illégales, hein, sur la manipulation de marché et le short, ils ont donc close le groupe WhatsApp, et ils ont mis fin à leur position à la hâte, etc. Et donc ça explique à la victime que elle faisait partie d'un mécanisme qui n'était pas tout blanc non plus. Elle n'est pas innocente, hein, elle savait très bien qu'elle prenait part en fait à une technique de manipulation de marché, bref, un truc pas tout à fait légal. Et donc, quelque part, c'est une méthode pour eux pour minimiser le risque que la cible aille chercher plus loin, que le contexte qui avait été introduit au départ d'un 10x Challenge qui allait durer 3 mois puisse se clore correctement, sans risque, voilà, que la cible, qui a quand même perdu plusieurs centaines de milliers d'euros, si ce n'est des millions, vienne te chercher des noises pendant des mois. Bon, bah, tu t'épargnes au moins tout ce travail-là. Et derrière, 3 semaines après ou 2 semaines après, notre marque reçoit un mail de la part d'un groupe qui dit: nous avons collecté votre mail parmi des victimes d'une arnaque
nous nous rendons compte qu'il y a eu des centaines de victimes sur une plateforme d'exchange qui s'appelle XYZ, mettez le nom de la plateforme, je ne sais plus exactement son nom là. Nous devrions, comme nous l'avons fait dans 9 cas sur 10 auprès des autres victimes, être en mesure de récupérer les fonds, puisqu'il y a des mesures et des injonctions et des moyens, enfin bref, insérer des termes judiciaires, techniques, qui ont été mis en œuvre et qui ont généralement marché. Si vous souhaitez un accompagnement de notre part, revenez nous voir, qui est une autre arnaque. Et en Oh, fait, c'est ils finissent excellent. jamais. Oh, c'est C'est magique. très fort. Donc non seulement ils trouvent le moyen de convaincre la cible que, en fait, elle est fautive, et donc c'est ce qu'on appelle une inversion accusatoire, pour minimiser le risque de poursuite. Bon, bien qu'il soit au fin fond du Cambodge, c'est déjà ça. Et en plus, faire une fin plutôt propre, pour ensuite revenir vers lui avec un autre scam. C'est solide. C'est solide. Non, mais Là, j'applaudis. c'est sans Là, fin. j'applaudis. Non, c'est sans fin. C'est sans fin. Bon, à ce moment-là, la cible, à l'issue de la première arnaque, est revenue vers moi, m'a sollicité pour me demander un accompagnement très rapidement. Ça a duré même pas 20 minutes. Je lui ai dit, voilà, je vais avoir des mots durs, mais c'est une arnaque. Vous avez été arnaqué. La plateforme est fausse, le groupe WhatsApp est faux, les membres qui partageaient des gains sont faux, les numéros de téléphone qui sont affichés sont soit des numéros volés, soit des numéros d'emprunt, des numéros loués. Enfin bref, les personnes sont fausses, les personnes n'existent pas, etc., etc., etc. Lui prouver que ça n'existait pas. Et donc forcément, lorsque la deuxième vague est arrivée, elle n'a pas mordu à l'hameçon. Mais si elle n'avait pas fait ce travail, j'allais dire d'introspection, non, c'est pas l'introspection, puisqu'elle est allée voir ailleurs justement, elle a demandé des avis externes. Et donc casser un peu cette isolation. En cassant cette isolation, elle a cassé cette escalade. Mais si ça se trouve, ça aurait pu continuer plus loin. Et là où je rejoins Florian sur ce qu'il disait, c'est que seul, c'est très difficile de mener ce genre de combat. Et là, à un moment, il faut être capable, c'est très dur, de se mettre à nu devant quelqu'un d'autre et de lui dire je me suis fait avoir, j'ai besoin d'aide. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très difficile à dire. Je pense que le fait que nous on soit des professionnels de ce secteur-là doit aider. Maintenant, voilà, quand on est victime et qu'on s'est fait avoir sur une arnaque si colossale en termes de montant, je pense que c'est difficile d'assumer le truc et d'avoir même envie de regarder la vérité en face, je pense. Donc, et c'est comme ça se sont matérialisées des arnaques comme l'arnaque au Brad Pitt là, ou d'autres arnaques au téléphone, des scams à la vente d'assurance. C'est un business total, et c'était tout le sujet de la conclusion lors de la dernière slide. Je crois que c'est la dernière slide de notre conférence. On a 3 logos qui s'affichent. Ces 3 logos, c'est ceux de Stellantis, BMW Group et Mercedes Group. On a juste une slide avec ces 3 logos sur fond noir. Et on demande à l'Assemblée, on leur dit, voilà, dites-nous, selon vous, quel est le point commun entre les 3 éléments que vous voyez à l'écran. Stellantis, BMW, Mercedes. Donc on entend à droite à gauche, voiture, véhicule, automobile. Donc je dis, bah oui, c'est ça. Ce sont effectivement des concessionnaires ou des marques automobiles. Bon, mais au-delà de ça, le chiffre d'affaires annuel cumulé de ces 3 groupes, c'est 500 milliards par an, peu ou prou. On n'est pas à quelques milliards près. Vous savez ce qui pèse 500 milliards par an? Le trafic de drogue. Et vous savez ce qui pèse d'autre que 500 milliards par an? Eh ben, c'est l'arnaque cyber dans le monde. C'était une façon de dire que ça n'arrive pas à un gars once in a while. Non, c'est tout le temps en fait. Il y a des gens qui se font avoir tout le temps à différents montants, de différentes manières, mais c'est un business énorme. Et si on le compare à des business comme ceux de Stellantis, BMW et Mercedes réunis, ou celui du trafic de drogue, on se rend compte que ils se sont pas improvisés arnaqueurs en fait. C'est quelque chose qui est très très solide. Et je pense pas que 500 milliards par an soit un business qui se fasse sur le dos de gens idiots. Et c'était toute la conclusion de notre call. C'était à la fois l'introduction et à la fois la conclusion à laquelle on est revenu. C'était de faire un exercice sur ces 5 premières minutes, et ensuite, pendant les 15 qui suivent, de raconter une histoire un peu poignante, quoi, et réelle, hein, sur laquelle on a enquêté, et de dire à la fin, attention, faites attention à vous. On peut penser, parce qu'on maîtrise techniquement, qu'on est une population aguerrie, mais en fait, c'est une lame à double tranchant. Parce que à penser qu'on est les plus armés, c'est peut-être ça aussi qui peut nous aveugler. Et donc, c'est à la fois notre rôle de faire doublement attention, et aussi celui de sensibiliser autour de nous. Et donc,
C'était tout l'objet de cette micro-conférence de 20 minutes à Le Hack cette année avec Florian. Crypto surprise. Crypto surprise. D'ailleurs, c'est un peu la poursuite de cet exercice-là en vous ayant sur le podcast, de pousser encore plus loin cette sensibilisation-là, cet éveil qui est plus que nécessaire là, à bien des égards. Puis j'aime beaucoup l'histoire parce que si les sensibilisations en entreprise étaient aussi poignantes que ce que vous avez fait comme introduction, comme conférence, je pense que les gens écouteraient davantage que juste de passer rapidement parce que ça vient chercher dans les émotions et on s'en souvient après que ça a fait cet effet-là. Donc, incidemment, le message que vous avez apporté est beaucoup plus efficace, en tout cas, j'espère beaucoup plus efficace que juste une petite conférence beige. Merci en tout cas. Mais ouais, le but c'était vraiment de sensibiliser, de faire se rendre compte aux gens que c'est pas si loin de nous que ça. Peut-être des gens de notre famille ou de nos collègues qui sont dans une situation plus ou moins similaire en ce moment même et que il y a peut-être des signaux qu'il faut réussir à capter, à essayer d'aller aider la personne ou au moins essayer de comprendre ce qui se passe parce que toute seule, si elle ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer, c'est impossible qu'elle vienne vous voir. Et c'est un peu ça aussi le but, c'est de montrer que l'isolement qu'il a pu subir, que Marc a pu subir, ça peut arriver à n'importe qui et ça impacte du coup pas que lui, mais toute sa famille autour est impactée parce que la personnalité change, on est plus irritable, on est plus refermé, on veut pas parler. Ça change complètement le fonctionnement de la personne. On espère que ça a servi. En tout cas, c'était un bon exercice à faire et je pense qu'on est plutôt content de ce qu'on a fait. Ouais. Puis au-delà de ça, au-delà de l'exercice de sensibilisation, il y avait aussi un truc, c'est que Florian et moi, on avait aussi envie de faire vivre une expérience en fait, de faire vivre comme tu sais, un spectacle de prestidigitation, de dire, moi c'est pas compliqué, j'ai pas été un garçon très académique, j'aimais pas trop l'école, mais je me suis rendu compte que je retenais toujours plus les prénoms dans GTA et le détail de chaque mission de cambriolage que l'histoire de l'art ou les règles et les formules de physique. En fait, pourquoi? Parce que, mais ça c'est profondément humain, on retient les histoires parce qu'on se les imagine, on les vit au travers de celui qui nous la raconte. Et c'est ça qu'on voulait faire. On voulait raconter une histoire, on voulait faire vivre quelque chose et provoquer chez les gens ce même sentiment que quand il y a un spectacle d'illusionniste où on se dit oh là là, je me suis fait avoir, mais je suis sûr que je me serais pas fait avoir si à ce moment-là, voilà. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même discours et on le sait tous. Il y a toujours notre ego qui va venir parler et dire non, mais là, il m'a pris pour un idiot, mais c'est parce que je faisais pas attention. Mais en réalité, si je faisais réellement attention, je me serais pas fait avoir. Et donc, mais ces excuses-là, je les comprends. Il y a pas toi et moi-même. Je pense que je les ai forcément, on les a tous. Mais, et c'était tout l'objectif de cette conf, c'était au-delà de la sensibilisation, etc. C'était de faire vivre un truc, c'était de raconter une histoire, de vivre un truc ensemble. Et c'est ça, à la sortie de la conf, il y en a plein qui sont venus nous voir en nous disant, mais c'était génial, on s'est bien marré. Parce que c'était ça aussi, c'est de le prendre avec légèreté. Et une histoire aussi impactante que celle qu'on a racontée sur les 15 minutes, l'idée n'est pas de miner tout le monde à la fin de la journée et qu'ils se disent bon, bah, je rentre chez moi et puis je vais aller mettre du 2FA sur mon compte bancaire. Bon, ce serait bien qu'ils le fassent si c'est pas déjà fait. Mais l'idée, c'était de dire surtout, vous vivez un truc sympa, vous êtes à une conférence de hackers et on voulait prendre le contre-pied sur les conférences de 45 minutes très techniques et dire, bah voilà, les conférences dans notre domaine, ça peut aussi être des conférences dans lesquelles on vit un truc sympa, dans lesquelles il y a une expérience, dans lesquelles on sort du truc en ayant joué avec les conférenciers, avec le reste de l'auditoire. Voilà, et je ressors pas indemne de cette expérience-là. Voilà, c'est ça qu'on voulait faire et l'exercice est réussi. Le fait qu'on en parle là maintenant dans le podcast montre qu'il y a besoin d'aller plus loin, de faire vivre cette expérience sous d'autres formats. Et du coup, bah, déjà, merci pour cette invitation. Mais au-delà de ça, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire d'autres arnaques. On a déjà des idées sur comment arnaquer l'année prochaine
les gens qui étaient déjà là ou les prochains. Florian ne veut pas que j'en dise trop. Bon, inventez pas ça. Mais effectivement, ça a fonctionné. 2, parce que vous m'avez, au même titre que les autres, parce qu'avant cette conférence-là, je vous ne connaissais pas. Là, ça nous a donné l'occasion de, aller déjeuner, de parler, puis d'avoir du plaisir, puis de rencontrer. Oui, sous 35 degrés, avec quelqu'un qui nous servait, qui avait fait un stage au Canada à Winnipeg, si je me trompe pas. Quelque chose hors de ce monde qui était très, très particulier, mais de cette conférence-là, j'ai vécu, comme vous l'avez mentionné, une expérience. Je m'en souviens. Et on est là justement pour continuer l'expérience. J'espère que je vais pouvoir vous réaccueillir dans d'autres circonstances pour justement continuer à partager cet élément-là de sensibilisation qui est plus que nécessaire, qu'on a besoin comme professionnel d'aider notre entourage et de sortir quand ils sont dans le pétrin. Bref, je vous remercie énormément, puis je termine là pour éviter que tu viennes dire des choses que Florian ne veut pas. Donc on va clore ça. Je vous remercie énormément de ce partage-là, puis ça a été encore une fois une superbe conversation. Merci beaucoup, merci pour les stickers.